Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Agent du Kremlin. Je suis ravie de vous retrouver aux côtés de Jimmy. Bonjour à toi, Jimmy. Bonjour Sophia, bonjour tout le monde. Alors d'avance, je vous présente mes excuses parce que je suis un peu malade, donc comme vous pouvez l'entendre, ma voix est un peu enrouée et il se peut que j'ai quelques petits déraillements de voix. Donc d'avance, excusez-moi. Avant toute chose, bien entendu, nous souhaitons encore une fois vous remercier pour vos retours, vos commentaires qui sont très souvent constructifs et qui nous encouragent. Ça nous fait très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite d'ores et déjà à le faire, bien entendu. Et si vous aimez déjà notre contenu, que vous nous connaissez, eh bien, vous pouvez aimer la vidéo et la partager au maximum. Ceci étant dit, nous allons pouvoir plonger dans le cœur de l'actualité de cette semaine. Et nous allons commencer avec les États-Unis qui auraient le projet de construire une base militaire de 5000 hommes en Pologne. Alors, c'est pas vraiment étonnant quand on sait à quel point la Pologne et Varsovie lèchent les bottes de Washington, mais du côté russe, j'imagine que ça passe mal, Sophia. Effectivement, en Russie, cette base est considérée comme une menace directe pour la sécurité de l'État. Et ce projet en est où concrètement? Alors, le 20 mai dernier, Varsovie a officiellement présenté sa proposition, puis le 18 juin, Washington lui a donné une approbation préliminaire. D'après Novaya Gazeta, qui cite le ministère polonais de la Défense, la décision juridique va prendre quelques mois. Après, la construction de la base elle-même va prendre beaucoup plus de temps, évidemment. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul élément qui inquiète Moscou, hein. Non, ce projet s'ajoute à la modernisation de la base antimissile de Redzikovo, aux achats records des armes américaines par la Pologne et aussi aux discussions sur une préparation militaire obligatoire. D'ailleurs, la Pologne est prête à mettre la main à la pâte et à casser la petite tirelire du cochon pour payer la facture. Visiblement oui, pour prouver son statut d'allié modèle, la Pologne financera elle-même les infrastructures techniques de cette future base. Et de mémoire, je pense qu'il y a aussi un détail important concernant les troupes qui seront déployées sur place, hein. Oui, la Pologne ne parle pas d'un contingent en rotation, comme partout en Europe, mais d'un contingent permanent. Et cela viole les accords fondamentaux entre la Russie et l'OTAN. D'ailleurs, géographiquement, cette base de mémoire, elle serait située près de Kaliningrad et des frontières biélorusses, donc ça peut représenter un danger. Exactement, les experts russes estiment que cela représente une menace directe pour Moscou. Et de ce fait, quelle réponse envisagerait Moscou? Alors, les analystes, les observateurs militaires, ils évoquent notamment un renforcement des effectifs et des moyens de défense aux frontières occidentales et ils soulignent également que les installations américaines permanentes feraient de la Pologne une cible prioritaire pour une frappe de représailles en cas d'un conflit majeur. Oui. En résumé, on peut dire que la Pologne pense renforcer sa sécurité, mais elle pourrait surtout s'exposer davantage et le payer très cher par la suite, hein. Comme dit l'adage, qui sème le vent recueille la tempête. Récolte la tempête, oui. Et il semblerait en tout cas que l'état-major russe envisage le scénario pardon, d'un déploiement maximal des forces adverses pour une guerre de haute intensité. Et il est donc logique que dans ce contexte d'incertitude, la Russie poursuive le renforcement de ses défenses à tous les niveaux, hein. On en parle déjà pas mal sur cette chaîne. Espérons simplement que les choses n'en arriveront pas à ces extrémités. Ça serait vraiment catastrophique. Oui, et je voudrais encore revenir sur ce climat d'incertitude, juste avec Mhm. quelques faits. Début mai, les États-Unis décident de retirer 5000 soldats de l'Allemagne, puis quelques semaines plus tard, ils décident de retirer 4000 personnes de Pologne. Puis, fin mai, Donald Trump annonce qu'il envoie 5000 soldats en Pologne. On se demande si ce n'est pas les mêmes 5000 qui sont retirés de l'Allemagne. Comme ça, ils sont déjà en Europe. Tout à fait. Un mois plus tard, Pete Hegseth a officiellement annoncé le lancement d'un audit global sur les effectifs militaires en Europe avec leur future réduction comme objectif. Et le lendemain,
on apprend que les États-Unis approuvent la construction d'une nouvelle base militaire en Pologne. C'est évident que l'état-major russe, dans ces conditions, construit ses plans de défense en partant d'un scénario d'un déploiement maximal des forces adversaires parce qu'on ne comprend absolument plus la stratégie occidentale. On parle d'escalade, hein, direction l'Ukraine. Après l'attaque contre un bus transportant des enfants biélorusses, dont nous avions déjà parlé la semaine dernière, voilà maintenant qu'il y a des menaces directes adressées à Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. Pour plusieurs analystes, Kiev semble vouloir impliquer directement la Biélorussie dans le conflit russo-ukrainien. Et pourtant, Zelensky continue d'affirmer que son régime ne cherche qu'à neutraliser des infrastructures russes. Sofia, où en est-on? Alors, comme toujours, il y a deux parties au conflit et deux versions totalement opposées. Tout semble commencer le 17 juin, lorsqu'un drone ukrainien frappe un bus avec les enfants biélorusses qui sont partis en vacances au bord de la mer en Russie. Il y a une femme accompagnatrice qui est tuée et plusieurs enfants blessés. Et la réaction de Minsk ne s'est pas fait attendre d'ailleurs. En effet, Alexandre Loukachenko déclare immédiatement que la Biélorussie a le droit des actions de riposte. Dans le même temps, Kiev fabrique des documents censés prouver que le drone était russe. Selon cette version, l'objectif de cette falsification aurait été de détourner l'attention de l'opinion publique en mettant l'accent plutôt sur la fuite des documents militaires russes afin de ne plus parler des enfants blessés. Oui, et quelques jours plus tard, la tension monte encore d'un cran. Le 19 juin, Zelensky exige publiquement, rien que ça, de Loukachenko qu'il désactive sous une semaine 4 stations russes de renforcement de signal à la frontière biélorusse. Selon lui, ces stations auraient permis aux drones russes de mener des frappes contre les régions occidentales de l'Ukraine. Exactement. Et Zelensky avertit clairement que si Minsk ne retire pas ses équipements, l'Ukraine les détruira par ses propres moyens. C'est ce qu'on peut lire dans la dépêche de OSN. Selon des sources biélorusses, le 22 juin, même avant la fin de l'expiration de la période de l'ultimatum, les antennes sont désactivées. De son côté, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, qualifie cet ultimatum de menace agressive et d'une tentative visant à entraîner Minsk dans une confrontation. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un autre élément qui a retenu l'attention. Il y a quelques jours, Loukachenko s'est rendu en urgence et de manière non officielle à la résidence de Vladimir Poutine à Valdaï pour rencontrer ce dernier. Officiellement, les discussions auraient porté sur les relations commerciales, mais au vu des événements que nous venons d'évoquer, on peut supposer que d'autres sujets ont également été abordés. En effet, et il y a deux faits très intéressants et curieux qu'il faut ajouter. La veille de son arrivée en Russie, Loukachenko avait tenu une rencontre non officielle avec les représentants ukrainiens. Et puis, dès le lendemain de son entretien avec Vladimir Poutine, il est parti en Chine pour entretenir avec Xi Jinping. Il semble donc que Minsk participe activement aux efforts diplomatiques visant à parvenir à un règlement du conflit. Oui, et espérons en tout cas que les prochaines informations concerneront enfin des avancées vers la paix. Mais bon, vu le point de vue des Européens, c'est vraiment pas garanti. Et d'ailleurs, en parlant des Européens, et on va parler de Macron, il y a une autre réaction qui n'est pas passée inaperçue. Moscou a répondu aux récentes déclarations d'Emmanuel Macron suite au G7, comme quoi les États-Unis ne seraient plus un intermédiaire neutre dans le conflit ukrainien. Quelle est la position du Kremlin par rapport à ça? Eh bien, il est très clair. Moscou affirme n'avoir jamais considéré les États-Unis comme une partie totalement neutre dans ce conflit. Et le Kremlin explique pourquoi d'ailleurs. Oui, le porte-parole du président russe, Dmitry Peskov, souligne que Washington continue de fournir à Kiev les armements. D'abord, c'était gratuit et maintenant, désormais, c'est contre les paiements. Selon lui, les États-Unis fournissent également des renseignements ainsi que d'autres technologies.
Autrement dit, du point de vue de Moscou, les déclarations d'Emmanuel Macron ne font que constater une réalité qui est déjà connue de tout le monde, hein. C'est exactement la position exprimée par, le Kremlin. D'ailleurs, chez Interfax, ils en parlent de ça. Dans le même temps, Moscou affirme, rester ouverte au processus de paix et indique, qu'elle accueillera favorablement, une intensification dans l'engagement de Washington sur le dossier ukrainien, une fois, les questions iraniennes sont réglées. Mhm. Et d'ailleurs, du coup, comment les diplomates russes interprètent-ils les déclarations du président français? Alors, dans les milieux diplomatiques russes, on estime qu'ils sont motivés par la volonté personnelle d'Emmanuel Macron de renforcer le rôle de l'Europe et notamment de la France dans le processus de paix. L'objectif serait d'éviter que les décisions essentielles concernant la sécurité soient prises uniquement par Washington et Moscou, sans participation des pays européens. Comme dirait le guignol de l'Élysée, for sure. Avant de poursuivre, on fait une courte page de pub. Et oui, si vous voulez venir découvrir la belle Moscou, eh bien, vous pouvez avec ce package. Et honnêtement, vous ne regretterez pas car c'est une des plus belles villes au monde, surtout en été. Elle est magnifique et elle regorge d'activités, que ce soit culturelles, sportives et autres. Donc surtout, n'hésitez pas. Et puis bien sûr, hein, pardon, j'allais oublier, mais abonnez-vous encore une fois à la chaîne, hein, si ce n'est pas fait, à partager la vidéo, à l'aimer, ça compte énormément pour nous et ça nous aide, hein, en ces temps difficiles face aux bots de YouTube. Et pour notre quatrième sujet, on reste en France, hein, ou plutôt sur l'état de sa diplomatie, hein, qui semble vraiment vivre une agonie, hein, ces derniers temps. Paris est de plus en plus rejeté par ses anciennes colonies africaines et le dernier exemple en date est le Burkina Faso. Sophie, quelle est aujourd'hui la principale différence entre l'approche diplomatique de Moscou et celle de Paris vis-à-vis des pays africains? Alors, la position de Moscou est constante depuis des années, des décennies. Le ministère russe des Affaires étrangères affirme que les décisions du Burkina Faso relèvent exclusivement de ses affaires intérieures et de sa souveraineté. La Russie dit soutenir la volonté des États africains de se libérer de la pression et de la domination des anciennes puissances coloniales. Mmh. Et d'ailleurs, hein, selon les diplomates russes, hein, cette rupture n'est pas du tout arrivée par hasard. Non, rien n'arrive par hasard. La décision de la junte dirigée par la capitaine Ibrahim Traoré est l'aboutissement logique de plusieurs décennies de politique néocoloniale menée par Paris. Selon les diplomates russes, la France a définitivement perdu la confiance des pays du Sahel en raison de son incapacité à faire face à la menace terroriste et de ses tentatives d'ingérence dans les affaires intérieures de la région. Oui, d'ailleurs, hein, les services secrets et de renseignement russes, hein, vont même beaucoup plus loin dans leurs accusations vis-à-vis de la France, hein. Effectivement, le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie affirme disposer d'informations sur une implication présumée des services secrets français dans les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso, ainsi que dans des projets d'assassinat visant les dirigeants du pays. Selon ce même service, Emmanuel Macron aurait personnellement approuvé une opération destinée à déstabiliser la région. Toujours selon ces informations, l'objectif principal des conspirateurs lors de la mutinerie de janvier était l'élimination physique du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. On peut lire ça chez Vedomosti. À travers sa neutralisation, Paris aurait espéré stopper le recul de son influence au Sahel.
Et d'ailleurs, toujours, hein, selon cette version, ces révélations auraient eu aussi des conséquences diplomatiques directes. Oui, la révélation de cette implication présumée de Paris dans les événements du 3 janvier aurait été l'une des principales raisons ayant conduit les autorités burkinabées à rompre définitivement leurs relations diplomatiques avec la France. Et pendant que la France recule, la Russie, elle, renforce sa présence sur place. Oui, c'est la stratégie affichée par Moscou. La Russie confirme vouloir renforcer ses liens avec l'Alliance des États au Sahel sur la base des principes de respect mutuel et d'égalité. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, elle est présentée comme un partenaire stratégique majeur dans le domaine de la sécurité. Les spécialistes militaires russes ont remplacé le contingent français qui, pendant de nombreuses années, n'a pas réussi à stopper la menace terroriste. Et d'ailleurs, hein, cette coopération, elle ne se limite pas au seul domaine militaire, hein. Non, Moscou affirme développer ses relations avec les pays du Sahel sans conditions politiques, sans exigence de changement de régime et sans leçon sur le droit de l'homme. La Russie s'intéresse également aux ressources stratégiques de la région, notamment l'uranium, le lithium, le bauxite et l'or. On envoie les ingénieurs, le matériel, on partage les technologies pour aider à exploiter les minerais. L'Afrique représente aussi un marché important, évidemment, pour les services militaires russes. Mhm. Confrontés à l'activité de groupes terroristes, les pays du Sahel s'intéressent aux livraisons d'équipements russes, notamment les hélicoptères, les radars, ainsi qu'aux services d'instructeurs militaires. Oui, d'ailleurs, hein, il y a quand même de plus en plus de rumeurs sur le fait qu'il y ait des mercenaires ukrainiens, hein, qui s'impliquent dans ces conflits au Mali et dans d'autres pays comme le Burkina Faso. On se demande bien ce qu'ils font là, hein, puisque normalement ils devraient être dans leur pays. Et par rapport à ce que tu as dit, hein, en retour, Moscou y trouve un intérêt diplomatique, hein, à tous ces échanges, bien entendu. Oui, en effet, c'est le jeu. On aide, financièrement, militairement et les pays du Sahel apportent à la Russie des soutiens importants sur la scène internationale, notamment à l'Assemblée générale de l'ONU. Selon Moscou, cela démontre l'échec des tentatives occidentales visant à organiser son isolement international. Ouais, en tout cas, hein, avec ce genre d'histoire sur le et la France, hein, on subit l'ombre de la France-Afrique, hein. Les choses n'ont pas vraiment changé sur la vision que la France a de ses anciennes colonies. Et pour notre cinquième et avant-dernier sujet, parlons toujours de la France, et oui, messieurs, dames, hein, toujours elle, et d'un sujet qui fait pas mal polémique en ce moment, hein, qu'il s'agit du projet de loi sur l'aide à l'accompagnement à mourir, en gros. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, plus ou moins, mais c'est une loi pour euthanasier les gens. Est-ce qu'en Russie, qui est un pays très croyant, hein, cela choque? Eh bien, les discussions sur l'euthanasie dans le contexte des chaleurs exceptionnelles ne sont absolument pas relayées en Russie. Il faut reconnaître qu'il existe des sujets qui ne sont pas ou qui ne sont plus intéressants pour les lecteurs russes. Après, évidemment, le sujet d'euthanasie elle-même, ça choque en Russie. Notamment en janvier 2026, les médias russes avaient déjà couvert l'initiative française sur l'euthanasie, activement soutenue par Emmanuel Macron, comme un nouvel élément de ce qu'il décrivait comme une crise des valeurs traditionnelles et un déclin moral de l'Europe occidentale. On peut lire notamment chez Commerçante un grand article à ce sujet. Le contraste avec la législation russe était particulièrement souligné parce qu'en Russie, l'euthanasie est strictement interdite et assimilée à un meurtre. Les analystes russes et les observateurs médicaux exprimaient leur inquiétude. Selon eux, un élargissement progressif des critères pourrait à l'avenir conduire à accepter la mort de personnes vulnérables, notamment les personnes souffrant de la dépression ou celles qui n'ont pas les moyens de financer des traitements coûteux de longue durée. Certains appellent cela de l'humanité,
D'autres y voient une forme de darwinisme social. Apparemment, tout dépend de ce en quoi l'on choisit de croire, en Dieu ou en veau d'or. Et quand on voit les propos de certains députés macronistes qui jouent avec le fait que des gens en fin de vie souffrent à cause de la chaleur et que ce projet de loi pourrait abréger leur souffrance, il n'y a aucun doute à avoir sur qui ce genre de personnes vénère réellement. Et d'ailleurs, petite anecdote, mais il y a quelques jours, le premier mineur a été euthanasié, je crois qu'il avait 12 ans, aux Pays-Bas. Il souffrait d'une maladie grave, mais bon, voilà quoi, ça commence à toucher déjà les mineurs. Et bien pour notre dernier sujet, nous allons encore et toujours parler de l'Hexagone et on va rebondir un petit peu sur les propos ignobles de ce macroniste, puisqu'on va parler de la canicule qui embrase littéralement la France et l'Europe. Mais quand d'autres pays voisins semblent plus ou moins gérer la crise de façon plus brillante, la France, elle, encore, semble totalement submergée. Oui, les agences d'information reprennent en détail les rapports officiels des autorités sanitaires françaises, notamment chez Interfax. On a une dépêche à ce sujet. Il rapporte une surcharge critique des complexes funéraires à Paris, ainsi qu'une augmentation de 40% de mortalité à domicile. Donc, du point de vue russe, il ne s'agit pas d'une révélation particulière sur la France, rien de nouveau. Non, rien de particulièrement nouveau ou d'extraordinaire n'est annoncé concernant la France. Il n'y a pas de propos conspirationnistes ou de révélations météorologiques qui sont cachées en France mais révélées en Russie. Non, tout est, comment dire, on suit ce qui est dit en France. Ces événements rappellent que la Russie considère également le changement climatique comme un enjeu majeur Et pour d'ailleurs, notre pays. d'ailleurs, je crois que ce sujet est pris au sérieux par les autorités gouvernementales en Russie. Oui, en effet, la Russie reconnaît les menaces liées au changement climatique et a adopté un plan national d'adaptation au changement climatique qui est actuellement en œuvre. Et concrètement, quels sont les principaux défis identifiés? Alors, les experts mettent notamment en avant les infrastructures urbaines. Ils soulignent un paradoxe. La réduction de la durée de la saison de chauffage liée au réchauffement climatique ne permet pas du tout de réaliser les économies que l'on pourrait espérer. Parce qu'en été, bien entendu, la consommation explose. En effet, les réseaux électriques des grandes villes russes subissent une forte surcharge en raison de l'utilisation massive de la climatisation. Cela provoque des pannes locales et une hausse importante des factures d'électricité. Et d'ailleurs, l'énergie n'est pas le seul problème. Non. La surchauffe de l'air rend les précipitations plus irrégulières et plus abondantes, ce qui entraîne des inondations dans les grandes villes. Les systèmes d'évacuation des eaux pluviales ne sont plus adaptés à ce type ces nouvelles conditions climatiques. Donc oui, c'est vrai que du coup, en Russie, on flotte pas mal en été après les fortes pluies, dues aux infrastructures parfois un petit peu limites. Et d'ailleurs, pour revenir sur la France, par rapport à l'épisode caniculaire de 2003, il y a eu un fonds de solidarité, la journée de solidarité qui a été créée pour ça. Et depuis sa création, ça a quand même collecté 36 milliards. Et pourtant, vu l'état actuel de la France, on peut se demander où est allé cet argent. J'ai bien une réponse, mais je suis trop poli pour l'exprimer à voix haute. Et c'est sur ce que nous allons nous quitter. Alors vous avez sûrement dû le remarquer, mais nous avons essayé de changer un petit peu le format de l'émission, de la dynamiser pour que ce soit plus vivant et moins scolaire. J'espère que vous apprécierez. Si jamais c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à nous le faire part dans l'espace commentaire, toujours dans le respect s'il vous plaît. Et encore une fois, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager au maximum pour rendre zinzin l'algorithme YouTube. Ça nous aide énormément. C'est eh bien sur ce, Sophia et moi, mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine
pour un nouveau rapport des agents du Kremlin.